Donc ceci, c'est vraiment essentiel, cette partie-là. Arriver à positionner dans un canevas, dans un format, positionner ce que vous aviez fait précédemment. C'est généralement là qu'on oublie, que les débutants oublient de faire cette étape-là. Ils montrent l'image d'origine en entier, filtrée. Mais non, il faut ne montrer qu'une partie, c'est beaucoup mieux. Bon, donc ici, vous allez fermer l'image. Et dans Photoshop, je vais... Donc ici, on va faire une nouvelle image, fichier nouveau. Alors bien sûr, il y a des formats prédéfinis qui sont là. Par exemple, les formats pour l'impression. Les formats... Tiens, illustration. Ah oui. Avec des grilles et puis qui aident à l'illustration. Oui, des formats pour le web, etc. Voilà, des écrans. Mobile, vidéo. Oui, mobile, vous avez différents écrans. Bon, tout ça est bien sympa, mais ici... Je vais prendre un format que je vais déterminer ici dans la boîte directement, en pixels. Voilà, on me dit de faire une image qui a une proportion en hauteur de 1,5 et en largeur de 3. Donc proportion 1,53 par exemple. Ok ? Donc ce que je peux faire, c'est 1500 pixels, faites bien attention qu'il est indiqué pixels. 1500 pixels en hauteur et 3000 en largeur. Donc c'est bien ça que j'avais dit. Hein. 1,5 en hauteur et 3 en largeur. C'est les proportions. C'est l'aspect ratio. La résolution n'a strictement aucune importance dans Photoshop. À partir du moment où vous déterminez en pixels, dans un premier temps, ça n'a pas d'importance ici, la résolution. Ben, il se trouve que c'est du 300 pixels par pouce, mais bon. Pour Photoshop, ça n'a aucune influence. Je pourrais indiquer 1 pixel par pouce ici, ça ne change rien du tout. Ou 6000, dans un premier temps, ça ne change rien du tout. Sachez-le. Tiens, je vais mettre 1 pour rigoler. Vous pouvez rester à 300, il n'y a pas de problème. Comme ça, je vous prouve vraiment qu'il n'y aura pas de problème au niveau de l'image, parce que c'est la définition d'image, le nombre de pixels qui compte. Ok. Alors, juste au passage, faites gaffe, hein. Si vous avez oublié de passer de centimètres à pixels et que vous avez tapé 3000 sur 1500 et que vous êtes resté en résolution 300, vous avez obtenu une image de 300 000 pixels sur 150 000, ce qui est monstrueux. C'est une image de type scientifique, ça, quand on photographie des étoiles, c'est ce qu'on obtient. Et encore... Donc ceci, tout ce que je suis en train de faire là, je ne me suis pas du tout occupé du format de départ en fait, parce que je fais tout manuellement et tout ça passe outre des réglages qui étaient dans n'importe lequel de ces modèles. Oui, mais vous avez sélectionné un des... Oh, je suis allé sur récent là, mais j'ai tellement tout modifié que ça n'avait pas d'importance de quoi je démarrais. Donc ok, là je vais remettre 3000 pixels sur 1500. Et ça devrait être pas mal, ça. Après, qu'est-ce que vous mettez là? Ça va dépendre du travail que vous faites, en fait. Hein. Et pour rigoler, je remets 1 pixel par pouce, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça a de l'importance dans Photoshop, la résolution, mais pas trop. Donc, mode couleur RGB. Ceci, c'est ce qu'on appelle la profondeur de pixels, mais ceux qui sont dans Lightroom connaissent, de 16 bits, évidemment. Milliards de couleurs au lieu de 16 millions de couleurs, mais peu importe, ici c'est bien pour du graphisme, 8 bits par pixel, c'est bien. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail, mais c'est pas très grave. Profil couleur, si c'est pour envoyer pour du web chez les internautes, on avait dit tout à l'heure, il vaut mieux. Quelle est la norme de fabrication des appareils bas de gamme? sRGB, oui, pour faire du secrétariat et pas du graphisme. La plupart des gens achètent un moniteur pas terrible au niveau des couleurs. Et donc, si on veut quand même optimiser l'affichage, on a intérêt à se mettre dans les conditions d'un moniteur bas de gamme. C'est-à-dire que dans la fenêtre de Photoshop, même si vous avez un moniteur haut de gamme, il va simuler un moniteur bas de gamme. Il n'affichera pas toutes les couleurs que votre moniteur haut de gamme est capable d'afficher si vous créez des images de type sRGB.
C'est une simulation. Ok. Pixel carré, ça, c'est quand on travaille avec la vidéo, vous connaissez peut-être. On a des pixels qui ne sont pas carrés. Mais c'est encore une autre histoire, ça. Mais en général, on travaille en pixels carrés. C'est les principes des anamorphoses. C'est pas très important, sauf si vous travaillez en vidéo. Et si vous travaillez en vidéo, vous savez ce que ça veut dire. Bon, je pense qu'on est bon, là. 3000 pixels sur 1500. Résolution, pas d'importance. Couleur RGB, 8 bits. Le contenu de l'arrière-plan n'a pas d'importance non plus, mais c'est du blanc. Le profil, c'est du sRGB. Ça, si on veut faire une image pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est bien. On clique sur Créer, et voilà. Et j'ai une image de 1,5 sur 3 en aspect, en proportion. On va l'enregistrer. Enregistrer sous. Donc je vais enregistrer ça sous le nom, par exemple, Canva Idio, Canva 1,5 sur 3. Je vais mettre 1,5 sur 3, ça devrait passer. Ok, et ça va être ma version 0.1. Ok, on va faire comme ça. Maintenant, vous faites comme vous le sentez, les noms. Sauf si vous travaillez en équipe, évidemment. Là, il y a des normes à respecter pour que les autres puissent reprendre votre travail. Mais si c'est pour vous, tant que vous vous y retrouvez, c'est l'essentiel. Vous connaissez de toute façon ce qui est préconisé, d'une manière générale. D'une manière générale, ce qui est préconisé, c'est jamais commencer un nom par des chiffres. Il vaut mieux pas plus de 32 caractères. Pas de caractères avec des accents. Quoi d'autre? Ah oui, les espaces, normalement, c'est des underscores. C'est l'idéal. Je ne l'ai pas fait ici, mais c'est l'idéal. C'est les préconisations, si on veut que ça passe partout, y compris sur les serveurs web, etc. Bon. Voilà, j'enregistre. Il est même indiqué, il sera même indiqué dans le fichier de l'image, dans les métadonnées, que c'est du sRGB. Ça va permettre aux logiciels qui vont ouvrir l'image de savoir pour quel matériel a été prévu. C'est pas bien fait, ça. Dans les métadonnées de l'image, vous voyez ce que c'est, les métadonnées, dans un fichier? C'est le début du fichier. Avant la description du contenu, il y a des descriptions qui indiquent à quelle norme ce fichier répond, par exemple. C'est carte d'identité. Oui, ça, c'est une espèce de carte d'identité, oui, c'est ça, exactement. Les métadonnées. On peut même les visualiser dans Photoshop, mais bon, ou ailleurs, mais bon, voilà. Vous donnez peut-être un nom différent aux métadonnées. Ok, alors on va importer le fichier, notre illustration, là-dedans, et on va pouvoir la redimensionner comme on veut. Je vais faire apparaître la palette des calques quand même pour voir un peu ce qui va se passer. Donc là, dans ce cas-ci, pour la première fois, on fait fichier, importer. Alors, importer, incorporer ou importer et lier, est-ce que quelqu'un voit la différence? Personne? Alors, importer et incorporer, c'est une copie du fichier qui est sur le disque dur qui va être incorporé dans le fichier Photoshop. Et si je choisis lier, le fichier Photoshop va avoir besoin du fichier qui est sur le disque dur. C'est un lien. Si le fichier sur le disque dur disparaît, le fichier qui l'utilise, ce fichier-là est foutu. Ou si le fichier est modifié, ça se répercute. Vous voyez? Si je change la couleur, ça va se répercuter dans les fichiers, ici, le document qui utilisera ce fichier. Donc, c'est un peu compliqué, ça demande quand même de la gestion. On va plutôt faire le plus simple, c'est incorporer une copie du fichier qui est sur le disque dur, l'incorporer dans ce document-ci. Ce sera une copie. Donc le fichier original pourra même disparaître après du disque dur, ce ne serait pas un drame. La copie sera dans ce document-ci. J'espère que je me fais comprendre. Oui? Vous voyez? Vous connaissez certainement ça avec d'autres logiciels, le système du lien, la ressource externe. Alors, bien. Et donc, je vais aller chercher dans ce que j'ai fait ce matin, un fichier. Et ça peut être celui-là. À nouveau.
J'importe. Voilà. Ah oui. Bon, vu que je suis avec une image d'un pixel par pouce au niveau résolution, il m'a fait un truc tout petit là, mais c'est pas grave, je vais pouvoir l'agrandir. Voilà. C'est pas un problème. Mais chez vous, ça n'a pas fait ça. Vous n'aviez pas fait un pixel par pouce. Ok. Mais vous voyez que je l'agrandis et c'est pas flou, hein, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on valide avec le petit V. Et on peut transformer avec CTRL-T sur le PC. Tant qu'on veut, on peut aller transformer. Remarquez que je zoome en arrière pour pouvoir agrandir fort et bouger les choses. Voilà, et vous décidez, tiens, qu'est-ce qui donne bien au niveau du recadrage. Qu'est-ce qui va donner bien pour ça, pour un flyer ou quoi. Voilà, je valide. Autant de fois que je veux. Il n'y a pas de problème. Alors, quand on importe un fichier, il devient ce qu'on appelle un objet dynamique. C'est un calque spécial qui a cette icône-là. C'est un système génial dans Photoshop. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler énormément. Sachez simplement que je vais pouvoir le manipuler autant de fois que je veux, l'agrandir, le rétrécir des centaines de fois. La qualité ne va pas être perdue parce que tous les pixels d'origine restent en permanence à l'intérieur de ce calque conteneur. C'est un calque conteneur, l'objet dynamique. Bien. Si vous essayez de modifier les pixels d'un objet dynamique, par exemple avec le pinceau, il vous fait un message. Vous devez pixeliser cet objet dynamique. Il ne faut surtout pas le faire. Retenez juste ça. Si vous voulez dessiner sur cette image, il faudra, par exemple, aller créer un calque vide par-dessus. Oui, parce que sinon vous allez perdre tous les bénéfices de l'objet dynamique si vous le pixelisez comme Adobe vous le propose là. On a l'impression qu'il faut le faire, mais non. Donc si vous voulez dessiner par-dessus cette image, il faut créer un calque vide avec l'icône à gauche de la corbeille. Et sur ce calque vide, vous dessinez au pinceau avec la couleur que vous voulez. Voilà, par exemple, clic, la couleur. Je vais prendre autre chose qui tranche. Voilà. La couleur. Le pinceau, CTRL-ALT, clic droit du PC, clic gauche du Mac. Et voilà, et vous dessinez avec la brush. Mais c'est sur le calque du dessus, entouré de transparence, ce trait. Voilà. En plus, on sait le déplacer après. Non. Là, il faut l'activer. Testez si vous voulez. Ah oui, il y a un truc vicieux là. Testez jusque-là. Est-ce que vous arrivez à faire un calque vide et au pinceau, dans une certaine couleur, dessiner quelque chose? Alors le trait est un peu mou, ça ressemble à un ver de terre, on peut faire des choses plus calligraphiques en faisant un pinceau aplati, tourné. Mais là, c'est juste pour voir.